Salut les créatrices et les créateurs, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui, on va parler de state management dans Flutter. Parce que je sais que c'est un problème pour beaucoup de gens, alors que ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas. Je vois trop souvent des gens partir dans la mauvaise direction. Alors, généralement, c'est pas les gens qui suivent mes cours, parce que dès le début, je pense avoir recommandé une direction. Il y en a certains qui, des fois, me demandent « Mais pourquoi t'es vraiment sûr de vouloir partir par là ?» et tout. Aujourd'hui, on va en parler. On va parler de la direction dans laquelle il faut partir pour oublier tous vos problèmes de state management dans Flutter. Parce que la doc officielle, elle part dans une direction qui me plaît pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et il existe des solutions beaucoup plus simples. Et surtout, les solutions que l'on va voir, elles ne sont pas spécifiques à Flutter. Ça veut dire qu'une fois que vous les maîtrisez, elles marcheront pour Flutter. Elles marcheront pour du Swift, du Kotlin, du C++, du JavaScript, ce que vous voulez. Ce sont des solutions d'architecture logicielle. Parce que le state management, c'est rien d'autre qu'un problème d'architecture logicielle. Le problème que la plupart des gens rencontrent, et peut-être que vous êtes arrivé sur cette vidéo suite à ce problème-là. Vous avez un écran. Cet écran, par exemple, il va afficher une liste de personnes. Une application de carnet d'adresse. Vous appuyez sur une personne, vous naviguez vers un autre écran. Cet autre écran, il va afficher le détail de la personne et peut-être qu'on va modifier le nom ou on va supprimer cette personne, peu importe. Il y a une modification qui se fait en deuxième écran. Puis on revient, on renavigue vers le premier écran. Et qu'est-ce que vous avez comme problème? Dans le premier écran, il y a encore l'ancienne info. Il y a peut-être le nom qui n'a pas été mis à jour, ou alors si vous l'avez supprimé dans votre écran, ben, il est encore là. Et ça pose problème. Je pense qu'on est d'accord avec le fait que c'est pas normal que ça fasse ça. Pourquoi ça fait ça? Ça fait ça parce que le premier écran, il avait ses données, il s'est affiché avec la liste. Ensuite, il envoie des données au deuxième écran pour qu'il affiche le détail. Le deuxième écran va modifier ce détail sur sa copie à lui des données. Et lorsqu'on revient sur le premier, ben, la copie, les données originales qu'avait le premier écran ne sont pas mises à jour. Puisque si vous travaillez beaucoup avec des widgets qui connaissent beaucoup d'informations, ben, ces informations sont des copies que vous avez à chaque fois et vous vous retrouvez embêté. Ça, c'est un problème classique, et peut-être que vous êtes arrivé sur cette vidéo suite à ce problème-là, ou peut-être que ce problème, vous l'avez résolu, et que vous vous êtes rendu compte que la gestion de l'état dans Flutter, c'est quelque chose de complexe, et vous avez envie d'en savoir plus. Et aujourd'hui, on va parler de ça, parce que pour régler ce problème, la doc officielle va vous parler de provider, de Redux, Block, de plein de frameworks, de bibliothèques, pour gérer le state management dans Flutter, alors qu'il n'y a pas besoin de tout ça, et même, je pense que c'est une mauvaise idée d'utiliser ces frameworks-là, même s'ils sont très bien. Je ne critique pas les frameworks eux-mêmes, ils sont très bien codés, c'est des gens très compétents qui les ont créés, j'ai aucun souci avec ça, mais ils répondent à un problème avec une mauvaise solution. Ils permettent à des écrans de communiquer entre eux. Ils permettraient à l'écran 2 de prévenir l'écran 1 quelque chose a changé pour qu'il se redessine finalement. Parce que généralement, l'idée de ces frameworks, c'est de dire, ben, quand je passe à l'écran 2, lorsqu'il a supprimé les données, il va envoyer un signal qui va prévenir l'écran 1 que les données doivent être redessinées. Voilà un petit peu l'idée de ces frameworks-là. Dans les grandes lignes, je pense à Provider, parce que c'est celui qui est mis en avant, c'est le premier tuto de State Management dans Flutter, il parle de Provider, qui permet justement à un écran d'envoyer un signal pour qu'un autre écran le récupère. Pour moi, ça c'est une aberration. Les écrans ne doivent jamais communiquer entre eux. Jamais. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible? S'ils ne communiquent pas entre eux, comment on fait pour prévenir? Oui, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Mais ce n'est pas une solution. Et ces frameworks-là, ils vont vous permettre de résoudre un problème, mais ils vont en créer plein d'autres. Et en plus de ça, vous allez rajouter une dépendance à votre projet, à quelque chose que vous ne maîtrisez pas vous, qui va évoluer régulièrement. Vous aurez peut-être des mises à jour à faire à des moments où vous n'avez pas prévu de faire ça. Vous devrez travailler sur les mises à jour de ces frameworks. Il y a plein de choses qui se rajoutent en ajoutant ce genre de choses, alors qu'il existe des solutions. Parce que ce problème, c'est un problème d'architecture logicielle. Il existait bien avant Flutter et on l'a résolu bien avant Flutter. Le fait d'avoir deux écrans, qu'il y ait une navigation entre les écrans, qu'on veuille synchroniser les données, vous imaginez bien que ça existait avant Flutter. Ça, c'est pas Flutter qui a inventé la navigation entre les écrans. Donc qu'on soit sur du mobile, sur du site web, sur une application, c'est un problème qui existe déjà, qui a été résolu depuis très longtemps, et on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois qu'il y a un nouveau framework qui sort. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais partager avec vous des notions d'architecture logicielle. On va reprendre les diapos que j'ai dans mon cours d'architecture Flutter et on va essayer de comprendre pourquoi c'est pas une bonne solution et quelle est surtout la meilleure solution pour résoudre votre problème. Allez, c'est parti.
Donc on est sur une diapo que j'utilise dans mes cours d'architecture, et cette diapo-là, je l'utilise sur le cours Flutter, mais pas que, puisque comme je vous l'ai dit, les questions d'architecture, c'est pas spécifique à Flutter, et une fois que vous maîtrisez les notions d'architecture logicielle, vous allez pouvoir les réutiliser dans tous les frameworks avec lesquels vous allez travailler, que ce soit du mobile, du web, du natif, un framework, un autre, peu importe, c'est toujours la même idée. Lorsqu'on parle de séparation des responsabilités, c'est l'idée de dire que votre code, vos classes que vous allez créer, ont chacune une responsabilité dédiée. Par exemple, les classes d'affichage ne font que de l'affichage. Je pense que le nom est clair. Lorsqu'on crée un widget dans Flutter, il va afficher des données à l'utilisateur. Et lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton, il va prévenir une autre couche logicielle que quelqu'un a appuyé sur un bouton. C'est tout. C'est pas au widget de traiter l'action. C'est pas à lui de faire les manipulations de données, les modifications, les suppressions, les téléchargements, les contacts de web service. Lui, il est là pour dire quelqu'un a appuyé sur un bouton, l'utilisateur voudrait qu'il se passe quelque chose comme ça. Et ensuite, on a d'autres couches logicielles qui sont là pour ça. Ce schéma, il est très simplifié, mais il représente le principe même d'une architecture logicielle. Vous avez des couches graphiques qui vont communiquer avec des couches qui vont gérer des données, des classes en Dart classique, ou des classes en Swift, si vous faites du Swift, en Kotlin, en JavaScript, en TypeScript. Prenez le langage que vous voulez, mais vous allez avoir des classes au milieu qui ne connaissent pas le framework, qui ne savent pas quel est le framework graphique que vous utilisez, qui ne connaissent pas non plus la base de données exactement, si c'est du MySQL, du PostgreSQL, qui ne connaissent pas non plus le web service lui-même. Ce sont des objets qui vont manipuler des données. Là, on est sur un cours Flutter, donc des données en Dart classique. Donc on va avoir des petits objets qui vont recevoir des demandes de l'affichage et qui vont s'appuyer sur d'autres objets ici qui vont trouver des données sur des sources diverses et variées. Notre écran là, celui qui est là, celui qui est là, celui qui est là, il ne communiquera qu'avec ces objets de gestion des données. On ne fera jamais de communication entre les écrans. Quand je vois du provider où on peut communiquer de l'écran 1 avec l'écran 2, puis de l'écran 2 avec l'écran 3, en envoyant des événements et en recevant des réponses, moi ça me rend fou. Parce que ça corrige un bug temporairement et ça vous crée des tas de problèmes. Il y a des solutions bien meilleures. Tiens, on va prendre l'exemple qui est ici. Ici, j'ai un écran et un deuxième écran, et ces deux-là, ils communiquent avec le même objet. Ça, c'est intéressant. Et lui-même, il communique avec le même objet vert qui connaît la base de données. Ça, c'est intéressant puisque je vais pouvoir avoir un moyen de synchroniser les données entre deux écrans sans que jamais mes écrans ne communiquent entre eux. Par exemple, imaginez que la liste soit ici. Lorsque elle s'affiche, elle va demander à l'objet en bleu « Ok, donne-moi la liste des éléments affichés ». Il retourne une liste d'objets tout prêts à être affichés et lui, il crée des cellules graphiques. C'est son boulot, c'est de l'affichage. Il crée des widgets, il crée un layout, il crée une colonne, une list view, ce que vous voulez pour afficher la liste des contacts. Ensuite, lorsqu'on clique sur le bouton, on va déclencher une navigation vers un autre écran. Cet autre écran connaît uniquement, par exemple, l'idée du contact à afficher. Et ce qu'il va faire, il va demander à cet objet-là, « Ok, donne-moi les infos détaillées de la personne avec l'idée 1, 2, 3. » Et lui, il lui retourne les infos détaillées. Là-dedans, on va avoir des widgets graphiques qui vont nous permettre de le modifier. Peut-être que vous avez mis un text field pour modifier le nom de la personne. Donc, on va graphiquement faire des modifications. Et lorsqu'on fait des modifications graphiques, l'écran n'est pas censé modifier les données. Il va juste prévenir un objet, ok, l'utilisateur voudrait changer le nom du contact avec l'ID 123. Et ici, on va faire la modification. Et bien sûr, lui, il va s'appuyer sur une base de données pour faire la modification et qu'elle soit sauvegardée. Et ça, c'est intéressant. Puisque lorsque vous allez revenir en arrière, vous allez appuyer sur le bouton retour. On va déclencher une navigation retour. Cet écran-là, il n'a plus qu'à refaire la même chose que tout à l'heure. Il va juste dire à son petit objet bleu, à son gestionnaire de données, s'il te plaît, donne-moi la liste des contacts à afficher. Et lui, il va retrouver les contacts, y compris celui qui a été modifié, et il envoie une liste modifiée. Et donc lui, il va se rafficher avec les vraies données, et c'est fini. On n'a plus de problème. À aucun moment, on a besoin que l'écran qui est ici envoie un signal à cet écran pour lui dire « Attention, j'ai modifié la ligne numéro 3, il faut que tu changes le nom. » Non. On ne va pas faire ça. On a une seule source de données. On appelle ça la source de vérité. C'est-à-dire qu'on a une source unique de vérité. Elle est là, hein, c'est l'objet qui est en vert. On peut mettre des couches intermédiaires pour faciliter l'accès. Mais au final, nos écrans ne communiquent pas entre eux. Ils communiquent avec un objet commun. Et si vous communiquez avec un objet commun, quand il y a quelqu'un qui fait une modif, les prochains qui poseront la question auront la donnée synchronisée. C'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc le state management de Flutter, ça se résume à une chose. Une seule chose. Comment je communique entre cet écran-là et celui-là.
la communication entre un écran et cet objet en bleu, la gestion des données. Alors, il y a plein d'explications là-dessus. Je vais aller directement sur la dernière diapo où on parle du view model. Ça, c'est une des façons de travailler. C'est une des notions d'architecture que j'utilise et que j'adore et qui marche avec Flutter, avec Swift, avec Kotlin, avec du JavaScript, avec ce que vous voulez en fait. C'est toujours la même idée. Je vais avoir un affichage qui ne connaît pas les sources de données. La seule chose qu'il va connaître, c'est un petit objet en bleu qu'on appelle le view model. Et le view model va parler avec d'autres objets, éventuellement indirectement parler avec une base de données, un web service. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Vous voyez ce que j'ai fait là? J'ai mon affichage qui va communiquer avec un view model et le view model va retourner des informations sans connaître l'affichage. Et c'est là qu'on a du state management dans Flutter. Là, on peut réfléchir à la meilleure façon de communiquer entre les deux. Mais une fois qu'on a isolé le problème à ça, il n'y a pas besoin de framework compliqué, pas besoin de bloc, pas besoin de Redux, pas besoin de provider. On va juste faire... Alors, il y a plusieurs solutions. On peut faire du set state. Vous pouvez faire un animated builder entre les deux. Vous pouvez utiliser un stream builder, un future builder. Il y a plein de façons de travailler entre les deux. Dans le framework de base, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire. Sur des applications énormes sur lesquelles j'ai travaillé, j'utilise des animation builder. Moi, j'aime beaucoup l'animation builder qui permet en fait à l'affichage de surveiller un objet qu'il ne connaît pas pour savoir quand quelque chose a changé dans cet objet-là. Donc avec mes animated builders, j'ai ma vue qui surveille un view model et quand une donnée change ici, la vue est au courant et elle se redessine. Voilà, c'est tout. Et lorsqu'un événement se passe ici, quand j'appuie sur un bouton, j'appelle une fonction dans mon view model qui va faire ce qu'il a à faire et éventuellement modifier une des variables et le animated builder va s'en rendre compte et donc il va se redessiner. Donc on a une isolation entre la vue qui parle avec un seul objet et un seul, elle n'a pas besoin de parler avec qui que ce soit d'autre, elle ne parle que avec ce view model. J'ai un seul paramètre pour toutes mes vues, c'est le view model avec qui elle parle. Et le view model, lui, après, il connaît d'autres choses, on lui fait passer ce qu'il a besoin de connaître pour travailler, c'est pas un problème, avec une bonne architecture dans son ensemble, ça marche bien. Voilà comment je gère le state management dans Flutter. En fait, je le gère comme n'importe quel autre framework, avec une vue qui travaille avec un view model, et on va juste trouver un moyen de communiquer entre les deux. Et le reste de l'architecture, à savoir comment on parle entre plusieurs écrans, c'est une question d'architecture logicielle. Il y a plein de façons de le faire. On peut parler de clean architecture, on peut parler de MVVM. Vous prenez ce que vous voulez. Dans mon cours, j'ai une recommandation que je donne à mes étudiants. J'ai fait un cours dédié là-dessus. Et d'ailleurs, c'est mon best-seller. À la base, je l'avais fait c'était juste un cours avancé pour les étudiants qui sont là depuis plusieurs années, qui voulaient avoir une jolie architecture. C'est le cours architecture et navigation en Flutter. Je pensais qu'il intéresserait que certains étudiants. Il s'avère que c'est un vrai problème, le state management dans Flutter, et que ce cours, c'est un des favoris sur Purple Giraffe. C'est pas le cours sur gagner de l'argent avec vos applications Flutter. Je pensais que celui-ci, les gens adoreraient parce qu'ils voudraient gagner beaucoup d'argent avec leurs applications. Celui-là, il marche, mais il marche pas aussi bien que le cours d'architecture et de navigation. Et dans ce cours, justement, mais les diapos que vous voyez, elles sont issues de ce cours. J'explique pas à pas comment construire une architecture de A à Z pour une application Flutter. Et une fois que vous avez deux écrans, que vous savez faire pour deux écrans, c'est exactement la même chose pour 3, 5, 10, 12, 300 écrans. C'est la même idée. Tout est simple une fois qu'on a tout découpé. On va faire des modules isolés. Ça a plein d'avantages parce que chaque écran, on peut les réutiliser partout. On va pouvoir aussi les tester. On va pouvoir tester l'écran tout seul. On va pouvoir tester le view model tout seul. On va pouvoir tester chacun des objets séparément. Donc, c'est d'un confort que vous imaginez même pas. Voilà. J'espère que j'ai pas choqué trop de monde. Peut-être que j'ai choqué des gens en disant que provider et bloc, c'était pas une bonne idée. Je vous assure, il vaut mieux que vous capitalisez sur des compétences réutilisables. Arrêtez de vous lancer sur le dernier objet brillant, le dernier objet à la mode sur un framework. Parce que quand vous allez changer de techno, parce qu'on va changer de techno, hein, j'adore Flutter, je kiffe, je m'en sers beaucoup depuis bientôt 3 ans, je crois. Ça fait un moment que je m'en sers et j'adore ça et je ne me vois pas changer. Mais peut-être que dans 2 ans, il va y avoir une nouvelle techno qui sera encore mieux. Peut-être que ce sera une évolution de Flutter, peut-être que ce sera un truc qui n'aura rien à voir, et ça sera encore mieux. Il faudra que je passe sur cette nouvel outil, et j'aurais pas envie de tout réapprendre. Et je pourrais réutiliser tout ce que j'ai appris ici, si j'ai utilisé des concepts réutilisables. Si je suis parti sur Provider à fond les ballons, ben je vais devoir apprendre le nouvel objet qui sera sur ce nouveau framework, et c'est l'enfer, on réapprend tout à chaque fois. Essayez de capitaliser sur des compétences réutilisables. Si vous faites ça, ce sera facile pour vous de changer d'outil tous les 4-5 ans, quand il y en aura besoin. Vous changerez d'outil et vous serez tout le temps à la pointe et vous gagnerez du temps sur chacun de vos apprentissages et sur chacune de vos apps.
J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi-le. Laissez un petit commentaire en dessous, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi-le. Je serais ravi d'en discuter avec vous. Et si vous avez aimé la vidéo, en plus du commentaire, on met un petit pouce, on s'abonne, parce que des vidéos comme ça, il y en a chaque semaine. Et ça serait dommage de les manquer. À la semaine prochaine et happy coding!